Bonjour et bienvenue dans Viens on parle de tout. Viens on parle de tout, c'est le podcast qui ne s'intéresse pas à ta réussite, mais qui s'intéresse à ton histoire. Viens, aujourd'hui on parle de tout avec Dino Cyrus. Dino Cyrus, c'est un producteur de musique, mais c'est surtout un autodidacte. Il a eu plein de vies. Il a travaillé dans le télémarketing, il a fait du piano bar, il a entamé une micro-carrière dans World of Warcraft. Mais c'est surtout grâce à une rencontre avec Zaz qu'il a pu embrasser la carrière qu'il voulait faire depuis toujours, une carrière de producteur. Et c'est très étonnant parce qu'on ne le connaît pas en France, mais par contre, au Japon, il a explosé. Et aujourd'hui, il est avec moi pour en parler. Bonjour Dino. Bonjour Martin, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Ma première question, celle que je pose à tout le monde, c'est si tu devais te présenter sans dire que tu es producteur de musique, sans dire que tu as une carrière au Japon, et toi, sans dire que tu as grandi en Italie, Oui, comment tu ferais? je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un de curieux. Je pense que la curiosité, c'est la première des choses qui m'a caractérisé depuis que j'étais petit. Dans toutes les correspondances avec les profs, l'instit, etc., ils disaient toujours que j'étais curieux. Et c'est vrai, ça, c'est un trait de personnalité que j'ai gardé, que ce soit pour l'apprentissage de mon métier, mais même pour d'autres choses. Je suis curieux de tout. Je pose des questions, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à la vie, je m'intéresse à pas mal de choses. Donc là, je vais te donner trois affirmations. Elles sont vraies ou fausses. Ok, Et tu vas nous dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses ok, trop et bien, pourquoi. trop bien. Tu as beaucoup bossé la guitare et les castagnettes avec Célassou. Faux. Faux. Ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup bossé la guitare, non, j'ai bossé sa guitare à elle, en mixage pour l'arrangement. Ça oui, les castagnettes, non. Lors d'un gala de charité au Japon, Ouais, tu as appris que Jean-Jacques Goldman était un de tes oncles éloignés. faux. Et tu as vendu plus de 9 millions d'albums au Japon. Ça c'est vrai, ça c'est Ouais. vrai. Tu m'as dit en off Oui, que ça t'est arrivé d'entendre ces sons dans des stades. oui, j'ai plus d'une fois en fait. Alors, je me souviens, alors ça, je te donne l'anecdote la plus folle de ma carrière, pour moi en tout cas, au niveau émotionnel. J'ai composé une chanson dans mon petit appart à Ivry-sur-Seine, il y a une dizaine d'années. Il y a 12 ans exactement et cette chanson s'est retrouvée être un gros, gros single pour un featuring entre 2 groupes qui s'appellent Generations et J Soul Brothers au Japon. Je suis parti au Japon, je les ai vus en concert au Tokyo Dome devant 80 000 personnes. Quand la chanson est arrivée, j'ai pleuré de joie. Comme ça, je me suis retrouvé avec 80 000 personnes autour de moi qui chantaient ce refrain que j'avais inventé dans ma petite chambre à Ivry-sur-Seine un soir, de nuit blanche, avec voilà, je sais pas combien de clubs j'avais fumé ce soir-là et je chantais, je donnais tout ce que j'avais. J'ai fait cette chanson, je l'ai envoyée, elle a été prise et l'aboutissement de tout ça, c'était d'être au centre de Tokyo Dome, quasiment devant la scène et d'entendre 80 000 personnes. C'est qu'imagine, c'était sur la pelouse du Stade de France et tout le Stade de France chantait le refrain que tu avais inventé Dans dans ta ta petite chambre. chambre, quoi. C'est magique. C'est Et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire toute ma vie. Je suis né pour ça, je suis» voilà, c'est pas un coup de chance, parce que ça m'est arrivé encore, encore, encore. Encore là, avec Nissi, ça m'est arrivé à nouveau. Bon, j'étais pas dans le stade, mais il a fait une tournée des stades où j'ai entendu la version live du morceau que j'avais composé. Alors ce morceau, pour la petite histoire, a été composé en 2013, celui de Nissi. Je l'ai placé l'année dernière, la fin 2024, donc après 13 ans. Donc c'est fou, fou qu'un morceau qui a pardon, au bout de 11 ans, un titre que tu avais dans les tiroirs, que tu as essayé de proposer maintes et maintes fois. Il y a Amel Ben qui le voulait à un moment donné, il y a Lou qui le voulait à un moment donné, il y a Gwendal du Roi Lion aussi qui le voulait. J'ai fait une version française où j'ai écrit le texte en français. Je l'avais écrit à la base pour Ben l'Oncle Soul, qui en a pas voulu. Incroyable. C'était incroyable. Donc le nombre de rejets, mais j'étais toujours convaincu que ce titre allait aller quelque part. Donc Allez le avoir titre, une vie. à l'époque, je l'ai composé à l'époque où Pharrell avait fait Happy. Donc c'était un peu cet esprit un peu Motown, un peu rétro. Le morceau s'appelle Love Your Smile, L-U-V, Your Smile, donc de Nissi. Et c'est un peu à l'ancienne avec un Wurlitzer, avec des cuivres, un truc un peu Motown pareil. Et c'est un titre que j'ai réussi à placer par mes propres moyens, sans maison de disque, sans éditeur, sans Trop manager, sans bien. rien, juste parce que Nissi, je le connaissais. J'ai envoyé le morceau à son manager, enfin à son manager, pardon, à son directeur artistique, qui est devenu un pote à moi au Japon et qui lui a fait écouter. Je lui ai dit: «Écoute, c'est mon dernière chance, je rêve que Nissi écoute ce son parce que je suis sûr que ça va lui plaire». Non seulement ça lui a plu, il l'a pris, il a chanté, il a écrit lui-même le texte, il en a fait un single, il l'a clippé et il l'a mis dans sa tournée. Dino Cyrus, c'est un nom de scène, c'est ton vrai nom? C'est un nom de scène. C'est un nom de scène, Sirius, en fait, je le garde depuis mes 13 ans.
J'ai grandi donc en Italie et en italien, Sirius, c'est l'étoile Sirio. Donc Sirio, enfin C'est Sirius, laquelle? c'est l'étoile. D'accord. Voilà, et je porte ce nom parce que j'ai fait un peu de tag aussi quand j'étais petit et c'est ce que je taguais sur les murs en fait, C'était ton nom de rebelle, c tagueur. ouais, pas trop rebelle parce que j'ai jamais fait de bêtises, mais j'étais, voilà, je taguais Sirius, et c'est resté comme ça. J'ai gardé Sirius dans le début de ma carrière, musicale. Puis Sirius tout seul, c'était un peu, trop, bah, il y a la radio Sirius, il y a d'autres qui Et portent Harry ce nom Potter? et cetera. Il y a Harry Potter aussi, donc ça crée un peu une confusion et malgré moi, je l'ai accroché à mon prénom qui est assez unique aussi. Tu né en France, Je suis né en France, oui. mais tu parti en Italie très jeune. Je suis parti en Italie à l'âge de 4 ans. Je faisais partie de mon père, donc qui était italien, faisait partie de la diaspora, des expats italiens. Donc lui, il était parti avec son frère, avec ses parents, donc mes grands-parents, à Paris. Et il a connu ma mère française en France. Ils se sont mariés en France. Moi, je suis né en France. Et dans une année l'Italie a gagné la Coupe du Monde, il y a eu une anti-diaspora, un retour à la maison. Quand l'Italie a gagné la Coupe du Monde Putain, en c'est dingue. 82, donc on est retourné en Italie. Et donc j'ai revécu en Italie, j'ai vécu en Italie parce qu'on faisait des allers-retours, de 82 jusqu'à mes 18 ans et demi quand j'ai 92, tu veux dire? 82. Ah 82, de 82? 82 jusqu'à 98 à peu OK. près. Donc j'ai fait toute ma scolarité, ma primaire, collège, lycée, en Italie. Et au moment de choisir mon université, pour mes études supérieures, je ne savais pas quoi faire et du coup, je suis parti en France, Trop bien. parce que déjà je parlais la langue, mais pour moi, c'était quelque chose de vraiment oral. Je parlais la langue, c'était vraiment beaucoup dire, hein. J'étais analphabète, je ne savais pas écrire, je ne savais pas lire parce que j'avais toujours fait de l'anglais à l'école, parce que l'anglais m'a toujours passionné. Et du coup, je suis arrivé en France, un peu en touriste, en sachant que je voulais faire de la musique, mais sans trop savoir quoi. Tu avais quel âge quand tu es revenu en France? J'avais 18 ans et demi. J'avais OK, 18 ans et demi parce qu'en Italie, il faut savoir qu'on a une année de plus jusqu'au bac. Donc c'est pas à 17 ans qu'on a le bac en Italie, c'est à 18 ans, 18 ans et demi. d'accord. En terminale, on va à l'école, en voiture. Pour les plus chanceux qui sont nés un peu, Ouais, qui voilà. sont bien mis. Donc mon bac en poche, je suis arrivé en France, déjà je faisais déjà de la musique depuis l'âge de 10 ans. Tu as fait du piano bar très J'ai fait jeune. du piano bar. Alors mon prof de piano, depuis l'âge de 10 ans, il était aussi chanteur de piano bar. Il m'a appris donc les bases du piano classique et puis je lui ai vite dit que le classique, c'était vraiment pas Ça mon truc t'ennuyait? parce que je n'y voyais pas d'intérêt, ça ne m'amusait pas en fait. Donc une fois appris les bases, je lui ai dit: «Écoute, réorientons les cours vers quelque chose», c'était des cours particuliers et là, il m'a appris l'harmonie, donc les accords et un jour, il est arrivé derrière la porte, un jour où j'étais en train de chanter en l'attendant et je chantais et lui, il m'avait jamais entendu chanter et je finis ma chanson, c'était «Yesterday» des Beatles. Il ouvre la porte et il me dit: «Toi, je vais te faire chanter» et moi, j'étais là: «Non, non, non», j'avais 13 ans. Je dis: «Non, non, la honte et tout», donc non, 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 je voulais pas et il m'a dit: «Si, si, tu as un truc pour ça, je le sens et tu vas chanter» et de là, il m'a fait un book de chansons où il me mettait juste le texte, les accords et moi, je devais m'accompagner au piano et les chanter et OK. une fois que j'avais assez de morceaux, il m'a dit: «Bah, écoute, là, j'ai une soirée de piano bar où je vais aller, où j'en ai 2 le même jour. Il y en a une que je peux pas assurer, c'est toi qui vas y aller». Je dis: «Mais je suis pas prêt». Il me dit: «Si, si, tu es prêt». Ah c'est ouf, il est devenu ton agent. Donc pas vraiment mon Enfin ton agent, booker mais quoi, mais bon enfin, voilà, ouais. voilà, donc j'assurais quelques-unes de ces soirées jusqu'à un jour où c'était un jour de l'an. Jour de l'an, c'était des grosses soirées quand même, ça f de 20 h à 4 h du matin. Et attends, tes parents ils te disaient rien? Mes parents si, si, non, mais là, j'avais 14 ans à cette époque-là. Mes parents, mon père m'a accompagné en voiture, parce que j'avais une petite sono que mon grand-père m'avait achetée. Donc j'avais un clavier, un gros clavier, j'avais le matos Putain, quoi c'est dingue. et du coup, à 14 ans, je me retrouve à faire du piano bar dans des mariages, et comme j'ai grandi, à Pescara, sur le bord de la mer en Italie, il y avait, des hôtels, des cafés, des bars et cetera donc plein de vie, touristique, ou pas touristique en fait. Il y a Et de pas la beaucoup demande de du coup pour, il y avait de la demande et puis surtout, il faut se rappeler dans les années 90, c'était la mode, le piano bar. Surtout en Italie, je ne sais pas comment c'était en France, mais en Italie moi j'étais un peu à 90, j'avais 3 ans. ouais, bah, Donc j'avoue que je sortais pas encore. dans les années 90, c'était vraiment la mode. Il y avait Mmh. énormément de gens, qui apprenaient le piano, qui apprenaient, à chanter et qui faisaient du piano bar. Ils allaient, ils s'accompagnaient, Un peu comme il y les a DJ de mariage aujourd'hui quoi. c'est un peu aujourd'hui, voilà. Sauf que là, c'était de la musique live parce qu'il y avait une demande, et puis nous, en Italie, on a une grande, grande tradition de musique, de variété. Donc tous les classiques de la variété, italienne,
Alors pas ce qu'on connaît ici parce que malheureusement, c'est pas les meilleures chansons italiennes qui ont passé la frontière, mais Ouais, bon, passons. J'ai fait du piano bar pendant 10 ans, donc de l'âge de 14 ans à l'âge de 24 24 ans. ans. Tu te rappelles la première fois que tu es monté sur scène Ah au oui, piano bar? oui, alors monter sur scène, il y a 2 façons. Alors monter sur scène au piano bar ou monter sur scène en tant que chanteur solo? Alors, on va faire les 2. OK, alors la première fois où j'ai chanté tout seul devant un clavier, devant une audience, on va dire, c'était pour les 18 ans de la copine d'un pote, d'enfance et il y avait toute sa famille, ils étaient une trentaine et j'avais archi le trac parce que 14 ans, parce que je pensais que j'allais me gourer, parce que j'avais et puis une chanson, les gens applaudissent, 2 chansons, ils ont applaudi aussi, parce que c'était pas un truc que tu fais comme une performance. Tu es plutôt censé être un fond sonore, Ouais, bien sûr. en tant que piano bar. C'est pas une performance et puis bon, moi j'aimais beaucoup, faire en sorte que ça devienne un peu performance parce que c'était mon plaisir en fait Ouais. de chanter, Tu avais déjà l'âme d'un chanteur. ah ouais, ouais, je chantais vraiment, je donnais, tout quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit: «Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup». J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué et puis les mariages, à la fin des mariages, il y avait plein de gens qui venaient me voir, je donnais ma carte de visite et cetera et j'avais 15, 16, 17 ans. J'allais en cours au lycée, puis les dimanches, quand mes potes, ils partaient jouer au foot, bah, moi, j'allais faire des mariages. Toujours des très, très bons souvenirs et à côté de ça, au même moment, je faisais des concours de chant, des tremplins pour jeunes artistes, où il y avait des petits articles sur le journal avec ton nom quand tu gagnais, ça, voilà et je faisais tout ça tout seul, en fait. Mes parents étaient à la maison, moi je faisais ma vie, je faisais vraiment mon truc, de mon côté et c'était super cool, c'était Donc, super donc cool. en fait, très jeune, tu étais animé par cette passion. Ah oui, oui, clairement, c'était ce que je voulais faire dans la vie, mais je ne savais pas encore comment l'exprimer. Être chanteur, je savais qu'il y avait le côté aussi auteur-compositeur qui allait avec, donc c'était pas aisé. Je me suis dit: «Interprète, il y en a plein, hein. Interprète, si tu veux, être interprète, faire de ta carrière, faire ta carrière en tant qu'interprète, c'est très dur. Des gens qui chantent bien, il y en a plein, des gens plus beaux gosses que toi, il y en a plein, donc Ouais. qu'est-ce qui va faire que tu te démarques?» Donc au final, c'était un truc, mais c'était pas ça vraiment un rêve auquel je m'accrochais, de manière, c'est ça ou et rien d'autre. Donc quand je suis arrivé à Paris, la première année, donc je devais faire des études universitaires parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'ai une petite digression, il y avait encore le service militaire Ah putain. qui pouvait me tomber sur la tête. Donc moi, j'étais né dans une année où le service militaire était encore obligatoire. Donc, c'est l'année d'après où ils l'ont enlevé. Donc, en Italie, donc, quand tu fais des études supérieures, tous les ans, il faut donner un certificat de scolarité pour dire: Je peux «Je pas fais y encore aller. mes études, l'année OK, à l'année prochaine» et donc quand je suis arrivé en France, bah, je me suis aperçu qu'en ayant la double nationalité, ce que je ne savais pas à l'époque, j'étais aussi sur le coup du service militaire français. À la double peine. Double peine. Donc, mais par contre, la double peine s'est transformée en délivrance parce que quand j'ai fini mes démarches quand j'ai régularisé ma situation avec l'armée française, et ben, ils m'ont réformé. Et la réforme d'un pays ami comme l'Italie, entre l'Italie et la France, fait que tu es réformé dans les deux pays. Si tu le fais dans un pays, tu le fais pas dans l'autre. Ah ouais, c'est ce que Et j'allais te donc là, demander. j'étais libéré. Donc la première année, j'ai fait une année de français où j'ai appris à lire et écrire français. Parce que quand tu arrivé en France, tu parlais quand même un peu Je français? parlais un peu, mais c'était vraiment très oral, très très oral. Par exemple, au fur et à mesure, j'avais aucune idée de comment ça s'écrivait et Ah! c'est en lisant beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup de livres, donc j'ai commencé à lire tous les Boris Vian, Le Seigneur des Anneaux en français, enfin j'ai lu tous les grands classiques comme ça en français et à chaque fois je mémorisais, je mémorisais, je mémorisais, je mémorisais, je mémorisais. J'aime bien parler les langues, là je suis en train d'apprendre le japonais par exemple, que j'avais un peu lâché, Parce que tu as fait une enfin, on y reviendra, mais tu as fait une carrière au Japon. j'ai fait le carré au Japon, ouais. Mais à ce moment-là, tu parlais un peu enfin, tu as appris un peu le japonais ou pas du tout? Chotto Nihongo. Vraiment un tout petit peu. Quand j'y allais, en fait, j'étais avec mon ancien manager qui est japonais. J'allais voir des gens, enfin, on me traduisait, voilà. Et puis, dans la musique, on est quand même un peu obligé de parler anglais. Les Japonais ne parlent pas souvent anglais, même dans le métier, parce que le marché japonais, c'est un marché très domestique, très japono-japonais, Ouais, très très, très insulaire. fermé. Les gens confondent beaucoup avec la K-pop. La K-pop et la J-pop, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux mondes complètement différents. La la C'est-à-dire que la la K-pop, K-pop, c'est coréen? la K-pop est coréenne, donc elle est très tournée vers les États-Unis, donc très tournée vers l'inter. On le voit avec l'essor de Blackpink, BTS et j'en passe. C'est des bands et des artistes qui ont explosé à l'inter parce qu'ils font de la musique tournée vers l'inter en anglais avec quelques mots de coréen, mais surtout les prods, etc. C'est très, ça tabasse et la J-pop en fait c'est plus axé sur la mélodie,
Alors, c'est pas la J-pop, parce que dans l'imaginaire collectif, moi, souvent, je me retrouve à expliquer cela. On pense à la J-pop avec les trucs kawaii, machin. Ouais, C'est ouais. pas du tout ça. Il y a de ça. Ce qui est cool avec le Japon, c'est que moi, dans 10 ans de carrière là-bas, je suis allé à Tokyo. Il y a numéro un des charts, des fois, c'est une balade piano-voix. Le lendemain, c'est une chanson de métal. Le surlendemain, c'est une chanson électro. Ça tourne tout le temps Ça parce que brasse. Ouais. tous les titres, tous les styles sont très affirmés. Quand tu le vois dans le style, dans le look des gens dans la rue, tu vois la meuf habillée en kawaii avec la petite dentelle, les mecs avec les chaînes super émo, avec la coiffure qui va bien, etc. Dans la musique, il y a encore des identités fortes, des courants forts. Tous les styles peuvent être mainstream. Au Japon, quand tu regardes dans les crédits des musiques, il y a souvent des Svensson, des Johansson, et c'est beaucoup nordique. Donc les Suédois, les maîtres du monde au niveau de la pop, ont tout de suite compris que eux, parce que eux, leur marché, c'est 15 000 copies pour un disque d'or, c'est très petit. Donc ils se sont tout de suite tournés vers les États-Unis. Enfin, le plus grand songwriter de tous les temps, Max Martin, Dieu le bénisse, il est suédois et c'est vite exporté. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Max Martin, c'est le plus gros hitmaker de ces 30 dernières années. Il est derrière les hits de Ariana Grande, Katy Perry, The Ah ouais, Weeknd. un petit monsieur, quoi. Il a fait enfin, NSYNC, Britney Spears. Enfin, il a fait énormément de trucs. Il Et a plus de 25 numéros 1. Si je vous cite la discographie des numéros 1 de Max Martin, vous saurez tout de suite que c'est le GOAT. Il a toujours gardé cet esprit de songwriter en prenant des équipes de Suédois parce qu'il prend, enfin, Tovlo par exemple, ça fait partie de son écurie. Enfin, il y a beaucoup de songwriters aujourd'hui qui sont aux États-Unis, qui viennent de Suède. Et donc au Japon, pour revenir au fil conducteur, au Japon, c'est la même chose. Les Nordiques, donc les Suédois, il y a quelques Norvégiens, mais surtout des Suédois, beaucoup de Suédois, se sont emparés du marché japonais en ayant tout de suite compris les codes, en ayant des productions qui étaient meilleures que celles des producteurs locaux et en apportant un vent de fraîcheur. Donc, c'est pas rare de faire des séminaires d'écriture au Japon ou en Suède, etc., avec des Suédois et des Japonais connaît. pour Ok. le marché japonais. Attends, je vais faire un petit retour en arrière parce qu'en Ouais, fait, c'est trop intéressant et que pas de moi, enfin, souci. évidemment, Ouais, j'ai ouais, trop envie de foncer au Japon oui, là. oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de producteur de Alors, musique? producteur, c'est un faux ami au niveau de la terminologie. Music producer, en anglais, c'est la personne qui, en France, c'est le réalisateur artistique. Donc, producteur de musique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu produis physiquement la musique. Ça peut être toi qui dis, bon, toi, bassiste, viens, tu vas jouer cette ligne de basse. Toi, guitariste, tu vas me faire un truc comme ça. Je décide le style en jouant quelques notes de piano, ça va être un truc comme ça. Le batteur, tu me fais tel rythmique. Ou alors, donc ça, c'était à l'ancienne. Ou alors aujourd'hui, c'est beatmaker qui est très réducteur, parce que beatmaker, c'est un peu confiné à l'univers du rap, rap hip-hop, trap, etc. Mais le vrai métier de producteur de musique, c'est celui qui supervise la création d'un disque de A à Z. C'est moi qui serai chargé par le label, de produire les chansons, de choisir le studio, mes musiciens, de dire à l'artiste, ah bah, tu m'enregistres la voix plutôt comme ça, là on va faire des chœurs, etc. Maintenant les pistes sont terminées, je vais les donner à tel ingé son pour faire le mix, tel ingé son pour faire le mastering, et la maison de disque, voilà le disque terminé. Donc cahier des charges, il y a d'un producteur de musique, il y a tout ça. Donc nous, on a un rôle de réalisation, donc réalisateur artistique, mais personne ne connaît ce terme-là. Ouais. Parce que réalisateur, quand tu dis ah oui, réal, on se dit réalisateur Cinéma. de cinéma, on Ouais, est bien sûr, d'accord. ouais. Quand tu vois sous les clips réalisés par, Ah, ouais, c'est est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le réalisateur du ouais, clip? Ah bah c'est le ouais. réalisateur du clip. Un jeune qui se lance, Ouais. tu lui dis. Un bon ordi, enfin, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de des ordis de fou. Un bon ordi, payez vos logiciels. Si vous achetez un logiciel, payez vos plugins. Un bon ordi, un micro, une carte son, il y en a vraiment pour pas cher. Mais c'est ça qui a fait que la musique aujourd'hui s'est démocratisée. Ce qui a fait aussi la difficulté aujourd'hui de s'en sortir parce que tout le monde est producteur de musique. Aujourd'hui, tu as un petit ordi, c'est comme aujourd'hui, je pourrais te dire la même chose avec un iPhone dans la main, tout le monde est réalisateur. Ah, de ouf. Tout le monde peut tourner en 4K, tout le Ouais. monde peut faire des belles images Et en puis monter cinématique. rapidement. Voilà, monter rapidement, même sur le téléphone, on le fait. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui fais du cinéma depuis 20 ans et quelqu'un qui a un iPhone depuis 6 mois et qui se lance et qui sort la même chose, des images en 4K super La belles. défense demande. Hein. Enfin, il y a pour certains, vraiment, moi, des Voilà, fois, je me dis waouh, voilà, chapeau parce que voilà. c'est bluffant. Et aujourd'hui, donc dans la musique, Mais souvent, c'est de la merde. oui, on a fait face, dans la musique, on a fait face aux mêmes problématiques, à savoir la musique s'est démocratisée. Avec un logiciel craqué, un petit ordi, bah, tout le monde fait une page Facebook, Ouais, producteur. machin official, et puis voilà, tu fais des prods.
Et il y a tellement de jeunes qui font ça, tellement de gars qui font ça, mais surtout dans l'urbain, que ça fait crusher les prix, par exemple. Donc moi, quand je donne mes prix, qui sont des prix normaux pour un investissement qui est quand même différent que celui d'un beatmaker, on peut me dire, ah ben c'est trop cher. Mais je comprends que c'est tout ça trop cher. Si tu peux avoir une prod à 29 € sur Beatstar, Je mais comprends. c'est une prod où c'est figé. Alors que Tu moi, je pourras te la rien fais faire. sur mesure. Bien sûr. Voilà, Bien c'est sûr. comme acheter un jogging et acheter un truc de Chanel. haute couture. Ouais. Voilà. Donc après, le gars, il ne saura pas te le mixer. Il faudrait que tu payes le mix, etc. Tu n'as pas un accompagnement Oui, donc tu as artistique. tous des frais cachés qui, en fait, au final, vont peut-être se ramener à ce que toi, tu as demandé au départ. Mais on ne fait pas le même métier. On fait pas le même Ouais, métier. bien Moi, je sûr. ne suis pas beatmaker. Je Ouais. pourrais faire beatmaker. J'en ai fait des prods juste de rap où je donne le truc. Et voilà, ça part, ça fait sa vie. Et voilà. Mais ça ne m'intéresse pas. Ouais, je Moi, comprends. ce qui m'intéresse, c'est l'accompagnement artistique. C'est d'être avec l'artiste, de créer la chanson avec lui, pour lui ou elle. Et de dire, au final, quand on clique sur export sur la dernière version, qu'on me fasse un grand sourire, qu'on me dise, putain, c'est exactement Ce que je voulais. ce que je voulais. Trop bien. Ah, là, pour moi, c'est jackpot. Là, c'est super. Je reviens en arrière. Ouais, À un moment, tu entreprends des études. ouais, Et à un moment, il y a le décès de ton papa oui, qui t'oblige d'une certaine façon à tout arrêter, absolument. enfin tes ambitions musicales, Ouais, et tu te mets à travailler en télémarketing. c'est ça. Donc ça, c'était donc j'avais 23 ans. Donc non, j'avais 22 ans. J'étais en fac de musicologie parce que après la première année en français, donc j'ai fait une fac de musicologie. Et en fait, bah, je devais passer mes partiels et ça. Et puis l'été, mon père décède soudainement d'une crise cardiaque. Et je rentre en Italie, tout ça, et je me rends compte immédiatement de ce que ça va impliquer pour moi. Parce que déjà, la fac, j'y allais à mi-temps, et je travaillais à mi-temps. Je travaillais chez Quick à mi-temps, pour ne pas les citer. Et donc, ça me permettait d'avoir un petit salaire à mi-temps, de me consacrer un peu à la fac. Et puis, j'avais un groupe aussi, un groupe de jazz fusion, Ok. Qui s'appelait comment? ADN. Ok, trop bien. Voilà, on était 5, il y avait un saxophoniste, basse, batterie, clavier et moi, que je faisais guitare et chant. On reprenait du Jamiroquai, des standards de jazz, on faisait vraiment des trucs très cool. Et donc tout ça a dû s'arrêter net au moment où mon père est décédé parce que ma famille m'aidait un petit peu. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir bosser à plein temps. Et quand tu bosses à plein temps, la T'es passion, il y a zéro très peu de temps. place. Ouais. Voilà. Et ça a duré quand même de 2001, 2002, de 2002 à 2007. Ouais, il y a Ok, 5 ans 5 où ans c'était complet. vraiment, je faisais que ça. Et tu faisais du Je télémarketing. faisais du télémarketing, j'étais chef de plateau. Donc je suis resté au téléphone 40 jours exactement. Et on m'a passé superviseur direct. Ah, ça. Donc, j'ai pas passé longtemps au téléphone, mais j'ai formé pendant 7 ans les gens au téléphone. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience de Ça télé? m'a appris bah, déjà le management, parce qu'encore une fois, j'ai appris sur le tas. Moi, j'ai jamais fait de cours force de vente, machin. Je formais des gens, j'étais recruteur, alors que j'étais un peu un imposteur en fait. Mais c'était cool parce que bah, encore une fois la curiosité, le fait de s'intéresser, puis je faisais comme si c'était ma vocation, quelque part. J'essayais d'y trouver un intérêt plutôt qu'un désintérêt. Je comprends. J'essaie parce que je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Euh, On a toujours le choix. Enfin, j'aurais pu me barrer, aller dans une autre boîte, mais honnêtement, c'était payé correctement, mieux que le Quick. Et je puais pas la frite quand je sortais de Ouais, de là. ouf. Parce qu'au début, je me suis dit, en fait, vous me dites que là, je passe des coups de fil devant cet ordi en lisant ça, et je suis payé sans puer la frite 3 heures par soir, de 18h à 21h. Je suis payé tant, mais je vais exploser les compteurs. En fait, je suis archi motivé. Et au bout de 40 jours, bam, on va passer superviseur. J'ai plus jamais passé un coup de fil de ma vie. Et donc, après ces années-là, mon dernier poste, c'était quand même un poste à responsabilité. Je travaillais pour un gros groupe pharmaceutique français de médicaments génériques. On va pas les citer, mais ceux qui Tu pourrais, connaissent, hein, voilà, Biogarant. ok. Et donc, c'était une année et demie très intense, très très intense, très très dure. Et au bout d'un moment, en fait, voilà, on s'est accordé avec mon ancien boss, Olivier Cabèche, si tu m'entends. Voilà, donc on s'est mis d'accord pour un licenciement, on va dire, à l'amiable. Ok. Et donc, du coup, je suis resté à la maison et je me suis dit, ah, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai toujours trimé pour avoir un salaire à la fin du mois. J'ai jamais eu de temps pour moi et tout ça. Donc, bon, allez. Il y avait un pote qui me faisait du pied pour jouer à Warcraft, à World of Warcraft. Et je me suis dit, mais je peux pas jouer à ce jeu. Au début, hein, quand je Ouais. bossais, je me suis dit, j'ai pas envie d'y toucher parce que je sais que je vais tomber dedans, c'est beaucoup trop bien. Et il me dit, viens, on va t'intégrer à notre guilde et tout ça, viens. Et donc, après le licenciement, je me dis, bon, allez, quand même, ça fait quand même très envie. J'ai commencé à jouer et voilà. Et Le là, tunnel. le tunnel.
1 an et demi de ma vie qui disparaît. J'étais très, très 1 an et compétitif. demi? 1 an et demi, ouais. Donc on était dans la 38e guilde mondiale. Donc pour ceux qui connaissent, on a eu le 38e kill de Illidan, qui était celui il y a Et eu une alors, expansion. alors attends, pour les gars comme moi qui n'y connaissent, Alors, en fait, jamais c'est joué. un MMO, donc Et tu MMO? Massive Multi Online Role-Playing Game. Ok. Donc, Tu joues à plusieurs. voilà, tu joues à plusieurs. Donc, tu as un monde persistant, un monde ouvert, tu te connectes, tu vois des gens passer, c'est des joueurs. Et tu as des zones avec des boss où il faut y aller à 25 ou à 40. Donc, à l'époque, au début, c'était 40, après, c'est passé à 25. Et donc, tu vas dans ce truc-là, tu ne peux pas rentrer parce que le moindre monstre, il te tue. Il faut y être vraiment à 25. Chacun a son rôle, etc. Donc, il faut avoir une guilde, il faut Une avoir des stratégie. potes, une stratégie. Donc, il faut se parler tous. Et donc, tous les soirs, tu tues tel boss. Le lendemain, tu y retournes. Le boss, il est tué, tu avances. Et donc, le boss le plus dur du jeu, deux dernier du jeu, donc on a eu le 38e kill mondial. Ça veut dire que sur 9 millions de joueurs, quasiment 10 millions de joueurs, on était la 38e guilde au monde à le tuer. Ah putain. Et les premiers, c'était que des Chinois, des Coréens, des très, très balèzes. Donc on était vraiment une des premières guildes européennes. Et Fierté. voilà, fierté quand même, cool, cool. Ouais. C'était pas un premier, mais on était server first, donc le serveur de 50 000 joueurs, on était les premiers à tuer ce boss, etc. Donc c'était cool, mais ça demandait un investissement en temps monstrueux. Franchement, combien de temps tu passais par jour? 18 heures. 18 heures par Ouais, jour? 18 heures par Pendant jour. 1 an et demi? Pendant 1 an et demi, ouais. Tu prenais tes dimanches quand même ou pas? Non, non, alors, en fait, il y avait les raids, qu'on appelait ça les raids. Donc le soir, quand tu vas tuer les monstres en compagnie de ta guilde, c'était de 20h à minuit. De 20h à minuit, tous les soirs. De 20h à minuit, quoi qu'il arrive, il faut être là. Si t'es pas là, quelqu'un d'autre prend ta place dans la hiérarchie de la guilde et tu perds ta place. Et si tu tues le boss et qu'il y a le trésor et que le trésor c'était pour toi, bah, il sera pour le remplaçant. Et toi, peut-être, tu vas attendre 6 mois avant de l'avoir. Donc, tu as tout Ça rend intérêt. fou. Ah oui, tu as un FOMO de malade. Ouais. Tu as un FOMO de malade. Donc, toutes les obligations sociales, plus rien. Ta copine qui te dit on va manger chez mes parents, C'est mort. tu fais la gueule. Non, tu y vas, mais tu fais la gueule. Enfin, j'étais une autre personne. Donc, vraiment, c'était une période un peu sombre. J'avais pris du poids, j'étais pas très heureux dans ma vie. Mais voilà. Donc, bon, c'était 1 an et demi intense de ce côté-là. Et un jour, donc ils annoncent le jeu d'après. Donc le jeu d'après, ça permet au personnage d'avoir 10 niveaux de plus. Donc tout ce que tu as accumulé comme trésor, comme équipement, etc., ça vaut quasiment rien. Donc 6-7 mois après, tout ce que j'avais fait n'allait rien valoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en vente mon perso tout de suite. Je l'ai vendu 1 000 € à un petit jeune de 18 ans suédois. Ok. Et je lui ai vendu mon mot de passe. Et il m'a filé, alors je sais que à l'époque, c'était pas légal, mais bon, tout le monde le faisait. Ouais. Donc j'ai vendu mon mot de passe 1 000 €. Donc j'ai vendu mon compte. Donc avec mon personnage, avec toute son histoire, avec tout son équipement unique qui découlait de mois et mois et mois Ouais. de tuage de ces boss, etc. J'avais des éléments uniques, un arc en Phoenix, machin, enfin, c'était des trucs de fou, parce que j'étais classe chasseur. Bref, ça te dépasse. Moi, je comprends. Mais bon, ceux qui connaissent, connaissent trop. Et donc, du coup, j'ai vendu mon perso 1 000 € avec toute son histoire, tout son or, tous ses accomplissements. Et j'ai plus jamais touché à World of Warcraft de toute ma vie. Parce que j'avais plus accès à mon compte, déjà d'une, mais j'ai jamais eu la tentation d'y rejouer. Même quand ils ont ressorti le jeu en refaisant ce qu'ils ont ressorti le jeu, en reprenant tout le monde à zéro, en corrigeant tous les bugs il y a 20 ans. Mais il y a des potes qui m'ont dit viens et tout, c'est cool. Non. C'est un peu comme la clope. C'est pire que la clope. Ouais. C'est pire que la clope. Parce que là, en fait, dans 2 jeux, il y avait 4 heures par nuit, donc de minuit à. Pardon, de 20h à minuit, ou de 18h, non, de 20h à minuit. Et puis, tout le reste de la journée, il fallait farmer farmer pour des potions. S'il y a un monstre. Alors, farmer, ça je sais. Farmer, il faut aller chercher des composants, etc. Voilà. Pour te faire un exemple très simple, en fait, comme c'était des trucs de plus haut niveau, imagine que tu vas dans une caverne avec de la lave où tu as des monstres de feu qui te balancent des trucs ou des dragons qui te balancent de feu. Ben, il faut que tout ton équipement soit crafté, donc soit fait pour protéger, prendre moins de dégâts de feu. Okay. C'est étudié pour ce jeu est diaboliquement génial. C'est que si tu vas pour jouer une demi-heure la semaine et que tu as le boulot de demain, tu as des petites instances à 5. Tu peux faire une petite instance, tu joues, tu tues le boss à la fin. Tu n'as pas un loot de fou, tu n'as pas un trésor de fou, mais tu peux trouver ton compte. Et c'est cool et t'arrêtes. On appelle ça les casuals. Donc ceux qui se connectent de temps en temps. Et ça, tu trouves très bien ton compte. Tu fais tes petits levels, tu tues tes petits monstres, etc. Et pour les gens qui jouent potentiellement 24 heures sur 24, tu peux trouver ton compte parce que tu as toujours des trucs à faire. Toujours. Tu as toujours des trucs à faire parce qu'il faut farmer tel truc ou alors tu as tel défi à débloquer, tu as tel truc. Et nous, quand on est matrixé dedans. Et puis, moi, le seul truc que je regrette, parce que le jeu, à la limite, je m'en fous,
c'est qu'on avait une vraie amitié avec ces gens-là. Donc moi, j'étais sur un serveur pas francophone, mais anglophone. Donc tu avais des Suédois, des Norvégiens, tu avais même un gars de Dubaï. Et on a fait un gathering, on s'est vu Ah, c'est en génial ça. vrai, en Norvège, à Stavanger. On a fait le nouvel an ensemble. On s'est tous rameutés en Norvège. S'il y en avait 2 ou 3 qui étaient de Norvège, il y en a un qui nous a hébergés. On allait dans sa petite maison de montagne. On a fait du ski ensemble, etc. Donc on a passé un nouvel an avec mes potes, avec qui je jouais depuis 1 an et demi, Putain, c'est dont j'avais génial. jamais vu la gueule. Donc on s'est vus, ils sont venus me chercher à l'aéroport. On était des vrais, vrais, vrais potes. Ah, tu les avais physiquement, Je, tu ne mais savais pas à non, quoi ils ressemblaient. bah non, Ah, c'est bah non. ouf. Donc on s'est vus pour la première fois quand on a fait le nouvel an ensemble. Donc il y avait quelque chose en plus du jeu. Il y avait une Oui, dimension une vraie humaine. amitié, ouais. Voilà, il y avait une dimension humaine. Encore aujourd'hui, quand on se reparle, parce qu'on se reparle, on se ressort les anecdotes, les trucs, les phrases cultes, etc. C'était à mourir de rire. Quand tu passes 18 heures par jour avec les mêmes Un personnes, sacré c'est un délire. sacré délire de Sacré ouf. délire. Tu as fini World of Warcraft Ouais. et Et là, là, j'ai commencé voilà, à mettre des et petites tu annonces. fais des petites annonces, tu commences à bosser un peu en tant que producteur, Co-réalisateur. enfin, co-réal, tu Ouais. touches un peu à tout. Et puis, il y a une rencontre Ouais. qui va changer Qui va ta vie. débuter ma carrière Ouais. concrètement. J'ai rencontré Zaz. Comment ça se fait? Alors, Camille, que je salue au passage, qui était Le mec qui est sur le l'assistante, podcast, il dit bonjour à tout le monde. l'assistant, big up, l'assistante d'un producteur, donc du producteur qui était au producteur de Zaz à l'époque, qu'il avait découverte. Et donc, elle démarchait des petits producteurs sur MySpace à l'époque. Je me souviens. Et donc, j'étais contacté pour bosser avec une autre artiste qui était sur le même producteur, qui est ma meilleure amie Laura aujourd'hui, Ok. À qui tu dis bonjour? à qui je dis bonjour aussi. Sous ce même producteur, en fait, il y avait Laura, il y avait aussi Zaz. Et donc Zaz, je l'accompagnais dans les bars, on faisait des petites scènes ensemble, Incroyable. voilà. Donc je la jouais avant qu'elle sorte avec elle dans les bars. Ah, c'est ouf. Donc, tu as vraiment connu Ah, la j'ai connu Zaz avant tout, qu'elle, tout, tout, avant tout au qu'elle soit début. connue, Ok. voilà. Et du coup, de cette époque-là, où on se voyait souvent dans les cafés, etc., avec Isa, dans les scènes ouvertes et tout. Et ben, je l'invite à la maison parce que j'avais fait une petite instru jazz. Et elle vient, elle pose dessus. Et c'est la chanson qui est devenue Prends garde à ta langue sur le premier album de Zaz, qui a fait disque de diamant direct dès qu'il est sorti. Attends, trop bien. Et donc, ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça donne confiance. C'était la première chanson, c'est la première fois où une de mes chansons sortait dans le commerce. Pour moi, c'était le rêve ultime. De me dire que quand j'étais allé, des années après, je suis allé à Tokyo, j'ai vu le disque avec mon nom dessus à Tokyo, à Shibuya, dans un magasin de disques. Je me suis dit, mais c'est ça la magie de la musique. C'est ça que je veux faire dans ma vie. Enfin, je le savais déjà, hein, mais je me suis dit, c'est pour ce genre d'émotion que j'ai envie de continuer, de me battre. C'est magnifique. Et le fait d'avoir donc un titre qui explose, Ouais. est-ce que du coup, ça te met genre, t'as Alors, vraiment du taf tout de suite ou... c'était pas alors, c'est l'album qui a explosé. Le titre qui a explosé, c'est Je veux. Donc Oui, moi, oui, ouais. c'est pas celui-là. Donc, dans les albums, il y a l'album qui se vend un certain nombre de copies, mais tu n'as pas l'airplay, les clips, etc., comme peut être le single. Le single, c'est celui qui rapporte vraiment de l'argent. Ok. Donc, moi, j'ai eu mon premier chèque SACEM, très honorable, 1526 €. Donc, je m'en souviens encore, je devrais dû l'encadrer, mais 1526 €. C'était ma première SACEM en janvier 2011, après que l'album soit sorti en mai 2010, si je dis pas de bêtises. Et donc, de là, je me suis dit, waouh, là, je commence à gagner de la SACEM grâce à ma musique que j'ai inventée dans ma tête, grâce à une artiste, etc. On continue. Donc, de là, après, donc, j'ai bossé avec David Carrera. J'ai bossé sur son premier album solo au Portugal. J'ai fait un titre pour Selassou. Et après, j'ai commencé à switcher vers le Japon. J'ai eu une opportunité pour envoyer des chansons là-bas. Donc, toujours depuis Paris. Et je commence à envoyer des chansons. Et puis, il y en a une qui est prise. Et là, c'est un gros, gros, gros groupe qui le prend. C'est Exile. C'est un groupe Ok. qui s'appelle Exile, qui sont énormes. À ce moment-là, ils remplissent des stades. C'est une folie. Vraiment Ok. très, très gros. Un titre, puis 2, puis 3, puis 4. Puis je pars à Tokyo. Toujours le même groupe. Non, le même groupe, je l'ai placé plusieurs, mais Ok. dans la même dynamique. Je pars à Tokyo une fois, je fais un séminaire et les chansons du séminaire elles sont quasiment toutes placées. Puis une autre, puis l'autre, puis l'autre. Et là, à cette époque-là, la personne qui nous fait le lien, donc c'était mon ancien manager japonais, il me place les chansons. Donc c'est lui qui propose les opportunités. Et je ne suis pas producteur, je fais que des mélodies en fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ma manière de chanter, ma voix, mes mélodies, etc., ma manière de poser, fait que j'ai vraiment enquillé les morceaux où j'ai composé les mélodies. Donc on m'envoyait une prod.
Donc, je produisais pas. Ouais, ouais. Là, j'étais vraiment compositeur. Donc, je composais les mélodies, je chantais sur les maquettes, à tel point que les artistes là-bas, ils commencent à avoir mon nom tout le temps et à reconnaître ma voix. Ils me disent, c'est qui ce gars? On veut le rencontrer. Donc, j'ai été à Tokyo, j'ai rencontré ces artistes. C'était des immenses artistes. J'ai fait des sessions avec eux. Alors que eux, normalement, c'est comme si Rihanna faisait une session avec un top liner. Elle y va jamais. Ouais, bien sûr. Eux, ils y vont jamais. Et là, j'ai eu l'honneur de me faire inviter en studio par ces gars qui voyaient toujours mon nom. Et j'ai eu la chance de les voir en studio. Donc j'ai vu Imaichi du groupe J-Soul Brothers, j'ai vu Shokichi du groupe Exile, et surtout Nissi. Nissi qui, en ce moment, il vient de boucler une tournée à 500 000 spectateurs. C'était que des noms que je ne Non, non, connais mais on pas. ne les connaît Non, pas. mais On c'est ne les ouf. connaît Ah ouais, pas. c'est On ouf. ne les connaît pas parce que ce sont des artistes qui sont immenses au Japon. Ah oui, 500 000 spectateurs, ça fait une sacrée tournée. Nissi, ouais, 6 spectacles. Pour la petite histoire, j'étais dans le making-of d'un DVD où on était partis ensemble à Stockholm pour faire un séminaire d'écriture. Et les fans me reconnaissent dans la rue à Tokyo. Ça fait un De effet de ouf. certains titres-là. C'est assez ouf, ouais. C'est assez ouf. Tu te rappelles la première fois que tu es rentré dans un magasin ou dans un supermarché où tu as entendu ta musique? Je crois que c'était Selassou à l'époque. C'était peut-être en 2012, 2011-2012. Parce que c'était pas un single. La chanson que j'ai fait s'appelle Explanations. Et il était passé sur Radio Nova, je crois. Ok. Et Voilà. t'étais où? Et j'étais au Leader Price, ça s'appelait à l'époque. Ah, c'était sûr. Voilà. Après, voilà, tu commences à avoir des clips, des trucs. Moi, j'ai fait un morceau avec Hardwell, Jason Derulo. Stylé. Lequel? Ça s'appelle Follow Me. Ok. C'est un single pour le premier album de Hardwell, en featuring avec Jason Derulo. Donc ça, c'est pareil, que je l'ai vu à la télé. Je suis ah putain, c'est trop Mais, cool. et tu les as pas rencontrés? Non, non, je ne les ai pas Oui, rencontrés. tout se fait à distance. Tout s'est fait à distance. La plupart des trucs se font à distance avec les artistes inter, ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as passé 8 mois sur un album, que tu as tout fait, enfin, tu as tout fait avec les autres, vous avez Mhm. bossé et tout, et que ça y est, le mastering est sorti, vous l'écoutez, qu'est-ce que tu vis? Alors, pour moi, c'est un peu différent parce que des aventures format disque entier, j'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu quelques-unes, mais pour la plupart du temps, on parle vraiment de un titre à la fois. Donc, quand il y a un titre qui sort, c'est toujours un peu c'est release day, tu vois. Donc, c'est cool. Tu regardes un peu les chiffres. Il y a des fois, tu as des chiffres dithyrambiques. Une fois, avec un album de J-Soul Brothers au Japon, ils ont vendu plus que Ed Sheeran et Sia et machin. Genre, c'était l'album numéro 1 au monde et vendu 350 000 ou 360 000 copies en une semaine. Parce que toi, au Japon, tous les titres confondus, tu as fait 9 millions. 9 millions, ouais. Donc, il y a 9 millions 9 millions de disques physiques vendus au Japon. avec ton nom. Avec mon nom. Putain. Enfin, avec Ok, mon donc nom il y a sur les 9 petites 000 chansons que j'ai. Il y a 9 9 millions millions. d'humains Oui, qui ont un disque avec ton nom chez eux. c'est ça. C'est ouf. Ouais. Et il y a aussi, il y a aussi ceux que j'ai fait en dehors du Japon. Donc, en tout, je dois tourner autour de 12-13. Bah, avant, au Japon, on voyageait à 1 million de disques vendus par an, voire plus, parce qu'il y avait des releases tout le temps. Et le Japon, l'aventure du Japon, ça, on ne sait pas si on n'en a pas Non, encore parlé. mais on va en parler maintenant. L'aventure du Japon s'est arrêtée assez net. Elle a pris un petit coup d'arrêt quand je me suis rendu compte que mon ancien manager me volait de l'argent. Il m'avait fait un contrat que définir de frauduleux, ça serait Ce serait gentil. voilà, ça serait gentil. Donc en gros, il se servait sur mes droits d'auteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai eu un énorme préjudice. Et comme c'est lui qui plaçait les chansons et qui récoltait mes droits d'auteur, en fait, il récoltait mes droits d'auteur pour me les reverser ensuite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui connaissent, ça s'appelle de la sous-édition. Tu donnes tes droits d'auteur, tu confies à un éditeur local pour qu'il collecte tes droits sur un territoire donné et qui te les reverse ensuite plus vite que la SACEM ne l'aurait collecté et payé. Donc tu es un peu obligé d'avoir un sous-éditeur. Et aussi, il devait prendre sa part puisque c'est lui qui s'occupait de placer les morceaux. C'est lui qui démarchait les clients pour placer les morceaux. Pour ça, il était très bon. Par contre, le contrat, il était frauduleux. La SACEM m'a donné raison. Les avocats de la SACEM m'ont donné raison. Ils sont allés se battre auprès de la SACEM japonaise pour moi. Mais j'ai pas eu gain de cause. J'ai pas eu gain de cause. Et donc, non seulement ils m'ont gelé mes droits pendant 2 ans, donc j'étais À la gorge. voilà, et en plus, il y a eu le Covid tout de suite derrière. Donc, j'ai passé 5 ans bien difficiles. Là, je commence à peine à remonter la pente. Mais aussi, quand tout ça s'est passé, je me suis rendu compte que 80-85% de mes revenus venaient du Japon. Et quand on m'a coupé le robinet à cause de cet audit, ce différend que j'avais avec cet énergumène et la SACEM japonaise, quand on m'a coupé les vivres,
je me suis retrouvé en France avec un nom qui était plus petit. J'avais quand même fait Zaz, des machins, des Just Jonathan, etc. Mais Oui, tu c'était, t'es concentré sur le Japon aussi. voilà, j'étais pas. En fait, en France, ça marche toujours un peu pareil. Il y a un peu les Happy Few. Il y a les gars dont le nom circule dans les maisons de disques, qui sont un peu les producteurs qu'on va voir pour leur confier les albums, les singles, etc. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui gravitent autour, qui sont pas moins bons, hein, mais leur téléphone sonne moins. Donc moi, je sais que j'ai les skills pour être dans ceux qu'on pourrait appeler, Mais pour l'instant, tu mais mon nom gravites. ne circule Ouais. pas. Parce que pendant 10 ans, j'ai bossé ailleurs. Donc j'ai l'expérience, je pourrais faire n'importe quel disque, mais si on ne me donne pas ma chance parce qu'on ne me connaît pas, eh ben, c'est compliqué. Donc il faut que le téléphone sonne. Donc là cette année, j'ai trouvé des managers qui démarchent pour moi. Enfin, des gens qui sont. Voilà, c'est une boîte qui est très sérieuse, qui me manage maintenant et qui me trouve des opportunités. Donc c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de ne pas me consacrer à démarcher parce que voilà, à chaque fois qu'on m'a donné ma chance, par exemple, Dovatia m'a donné ma chance, je l'ai mise au fond. Pour Joyce, c'est pareil. Joyce, c'était un appel d'offres, hein. J'ai dû me battre contre Renaud Robillot, etc. Enfin, pour avoir la choréale de ce disque. Il y a eu des appels d'offres où j'ai par chance gagné. Il y a eu des chansons où il fallait envoyer, puis si c'était pris, bah, c'est toi qui décrochais le single, etc. Donc, quand on m'a donné ma chance, Dieu merci, j'ai tout fait pour y arriver. Mais il faut que le téléphone sonne. Mais du coup, moralement, Mhm. c'est quand même une carrière, enfin, je veux dire, en Bien dents de sûr, scie. c'est sans denti, bien sûr. Comment t'abordes ça? Ah ben c'est dur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah, bon, j'ai acheté une maison, donc Dieu merci, bon, aussi grâce à l'héritage que j'ai eu de mon père. J'ai un petit héritage, donc ça m'a permis d'avoir un apport pour la maison. Donc T'as un toit. j'ai un toit sur la tête, j'ai au-dessus de la tête, Dieu merci, et c'est une bonne chose, mais au quotidien, c'est compliqué. Parce que bah, en France, on a une pression fiscale qui est inouïe, je t'apprends rien. On est indépendant. Donc moi, je suis même pas intermittent, hein. J'ai même pas l'intermittence, hein. Moi, si demain je j'ai pas de clients qui viennent au studio pour faire, Zéro qui j'ai entre. zéro, zéro couverture, rien du tout. Donc on est toujours comme ça. Puis l'eau, elle arrive ici. Puis il y a un Ouais. client. Tu vois? J'aime bien l'image. Voilà, on arrive comme ça. Allô la banque? Bon, voilà. Donc il faut toujours rester à flot. Donc bon. Mais c'est vrai que depuis le Covid, j'ai passé 4-5 ans difficiles. Et t'as un nouveau projet J'ai un nouveau projet qui qui s'appelle s'appelle Marquise avec mon acolyte Laura Leda, alias LFDV. Donc Marquise, qui est un projet qu'on monte depuis le Covid. Donc avec Laura, il faut savoir qu'on est amis depuis 17 ans. Elle a eu sa carrière de chanteuse. Elle a fait des featuring avec des rappeurs, avec Lino, Youssoupha, Kerry James. Elle a fait vraiment pas mal de trucs. Et moi, en tant que producteur, auteur-compositeur, on s'est croisés quelques fois, mais bon, pour une raison ou pour une autre, mais on est toujours restés meilleurs amis. Et là, pendant le Covid, on s'est dit, mais c'est cool, on a plein de rappeurs autour de nous. Et si on décidait de faire un truc des prods électro, house, et de mettre des rappeurs français dessus, en accélérant le BPM, en essayant de trouver un truc. Et putain, ça fonctionne. C'est trop bien. Donc, C'est quand un tu peu mets de cool. la house avec du rap dessus, déjà, ça fonctionne. Et là, on a monté donc Marquise. Donc, je suis pas royaliste, je tiens à le dire, mais voilà, c'est notre symbole, la fleur de lys. En fait, c'est la dualité entre la royauté française, l'imaginaire de la royauté. Pense à la Galerie des Glaces de Versailles Ok. en Jordan, quoi. Tu la traverses en Jordan. Trop Donc, bien. c'est la street et la royauté française. Donc, on fait une électro versaillaise, enfin, ça comme tu Ouais. veux, enfin, de Ouais. l'électro, où on rajoute du rap français dessus et uniquement du rap français. Donc, on a plusieurs rappeurs qui nous ont fait confiance. Il y a eu Jewel Hussein, il y a eu LECK, il y a eu Lino, surtout de Arsenic. Ok, trop Donc, cool. voilà, là, il y en a deux qui sont sortis. On peut les voir où? Sur YouTube, par Sur exemple, YouTube? le dernier s'appelle Dans la maison. Dans Ok. la maison, Marquise. Voilà, c'est le dernier qui est avec Siko MC. On va passer dans la rubrique les questions what the fuck. Yes, Donc c'est des questions qui n'ont aucun sens. ok, pas de Et tu souci, réponds ce que tu veux. pas de problème, Moi, ça m'amuse de les écrire. Enfin, je me fais un petit kiff perso. ça marche. Est-ce que ça t'arrive de faire tes courses à l'Intermarché en te disant si seulement ces gens savaient que je suis presque comme Beyoncé au Japon? Non, non, parce que tu sais, j'ai côtoyé des artistes grands, petits, moyens, et il y a un truc où quelque chose que je me suis toujours dit, c'est je n'aimerais pas être pris pour quelqu'un que je ne suis pas. Et ce que je fais, ça donne pas de la valeur à ma personne, c'est mes actions. J'aime mon prochain, j'aime être gentil avec les gens, j'aime être sympa avec tout le monde. Et je pense que si les gens savaient que je suis quelqu'un de sympa,
Intermarché, ça me suffit largement. Ok. C'est quoi le son le plus improbable que tu as enregistré dans un morceau et qui a fini sur un morceau écouté des millions de fois? Oh là, Un son de chat, du miaulement de chat, une casserole, enfin. ah là, je sais pas si je peux le dire. Ah si, si, vas-y, dis. Non, j'ai mis un sample que j'ai pas déclaré, mais on l'entend à peine. Si t'étais obligé de remplacer tes mains Ouais, par un objet de cuisine, ouais. tu choisirais lequel et pourquoi? Tes deux mains. Ah, je suis obligé de faire un private joke à Laura, une fourchette. Mais ouais, une fourchette, c'est bien. Comme ça, au moins, on garde les. Voilà, on Les, garde les les 4 pics. olympiques. Et tu peux taper sur ta C'est console, tu peux ça, monter les trucs et c'est tout. ça. Qu'un fouet, Ou c'est plus alors compliqué. Ouais, non, c'est bien ça. C'est Ok, bien. Voilà. voilà. C'est mes questions what the fuck. Bon, on arrive sur la fin du podcast. Yes, Je vais te poser deux dernières petites ça questions. marche. T'aimerais être où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais être heureux. Ok. Voilà. Ou dans le bonheur. Mais le bonheur, ça se vit tous les jours. En fait, j'aimerais être dans l'état d'esprit qui te permet de te sentir heureux le plus souvent possible. Et Parce que ben, le bonheur, c'est pas quelque chose qui dure. bien sûr. Donc voilà, essaye. Et comme je dis toujours, j'ai pas envie de réussir ou d'être riche. J'ai juste envie d'être à l'abri de faire ce que j'aime, entouré des gens que j'aime. C'est très joli, Voilà. Moi, très c'est ça mon but. poétique. C'est ça mon but dans la vie, en fait. Et du coup, c'est ça que je peux te souhaiter? Parce que ma question de fin, Qu'est-ce c'est qu'on peut souvent qu'est-ce que je souhaiter? peux te souhaiter pour la suite? Ça c'est très bien. Et ben, je te le souhaite de ouf. Voilà. Merci Martin. Mais merci à toi d'être venu. Franchement, Merci beaucoup. c'était trop bien. Super cool. Merci Moi, j'ai beaucoup. trop, enfin, j'ai trop kiffé. Bah, merci beaucoup. Merci, franchement, c'était. Merci. Alors, attends, je vais faire une petite photo. Je fais ça avec tout le monde. Yes.